Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le nouveau Audi Q3. Il a changé, il a un nouveau look, il a un nouvel intérieur, nouveau combiné d'instrumentation, pas mal de trucs nouveaux derrière le volant. Le châssis, tout ça, on connaît un petit peu, c'est partagé dans le groupe, mais voilà, le nouveau Audi Q3. J'ai fait le Q5 il n'y a pas longtemps, pareil, hein, il a beaucoup évolué. Le Q3 également, le look. Qu'est-ce que vous en pensez? Il existe encore en essence, en diesel et en PHEV, comme ça. Pas d'électrique, puisque vous savez, chez Audi, maintenant tous les chiffres pairs, c'est les voitures électriques, le Q4, le Q6, la A6, même si la A6, ils ont fait une exception. Le Q8, bref, quand c'est pair, c'est électrique. Quand c'est impair, comme Q3, c'est thermique ou au moins, ou au maximum hybridé, comme la A5, le Q3, A7, etc. Bref, vous avez compris le concept. Donc on l'essaye aujourd'hui dans la version PHEV, hybride rechargeable. On va vider la batterie dans un premier temps et ensuite on va voir combien ça consomme, parce que pour moi le plus important c'est de savoir combien ça consomme réellement, même si effectivement lorsqu'on achète un PHEV, le but c'est d'utiliser principalement la batterie et pour les longs trajets, se dire j'ai une réserve d'essence et je peux quand même rouler pas mal. Comme d'habitude, je vais vous faire un test complet de cette voiture, je vous la présente en détail, les sièges à l'avant, les sièges arrière, le coffre, les consommations en électrique, les consommations en thermique, je la garde une semaine pour vous faire un test complet. Au niveau des caractéristiques, on va commencer par les motorisations. Donc on aura le choix avec un essence, le 150 chevaux, donc le TFSI 150 chevaux que l'on retrouve dans tout le groupe Volkswagen, chez Skoda, chez Cupra, chez Volkswagen, Seat, Audi, bref, on le retrouve partout et il fonctionne très bien. On l'a déjà essayé sur plein de voitures, il est agréable à rouler, il est assez efficient et plutôt confortable avec un vrai 4 cylindres et 1,5 litre avec les nouveaux moteurs TFSI Evo 2. Ensuite, on a la version diesel, la version TDI, 2 litres que l'on connaît déjà depuis des années, en 150 chevaux également, pareil, on le retrouve sur plein de modèles du groupe et ce châssis avec ses nouvelles batteries avec une énorme capacité, donc 25 kWh en brut et 19,7 en net. Donc quasiment 20 kWh, ça fait un gros pack de batterie et ils annoncent entre 106 et 120 km d'autonomie avec cette voiture. À votre avis, on va faire combien? Je vous annonce, malheureusement, pour une fois, on ne va pas dépasser les 100 km. C'est un mixte, comme d'habitude, que je vous propose sur la chaîne. Je compte sur vous dans les commentaires. Là, dès à présent, mettez combien vous estimez, à 1 km près. Je pense que parmi certains d'entre vous, il y en aura des très bons et des très proches. Ça va jusqu'à 120 km si on fait que de la ville dans les bonnes conditions optimales, mais on s'approchera plus des 100 km sur un petit mix sans trop d'autoroute, puisque sur autoroute, ça consomme beaucoup plus. Version PHEV pour celle-ci, donc 272 chevaux, avec le moteur 1,5 litre. Donc c'est en gros le même que le TFSI, mais revu spécialement pour ces hybridations et spécifiquement pour les hybrides rechargeables, donc avec les huiles, etc., qui ont été revus depuis 1 an ou 2 ans, pour que ce soit justement plus efficient et plus adéquat à l'hybridation. 272 chevaux, 177 chevaux qui sortent du 1,5 litre essence et 115 chevaux du moteur électrique. Donc ça veut dire qu'on peut rouler en électrique avec 115 chevaux tout de même, ce qui est largement suffisant pour le quotidien, ou 177, lorsqu'on va rouler en thermique, mais dans tous les cas, c'est toujours cumulé et quand vous mettrez pied dedans, vous aurez les 272 chevaux avec le maximum de couple. La différence, c'est que sur cette version, c'est une boîte 6 vitesses, 7 vitesses sur les autres versions. Alors pourquoi? Je ne sais pas trop, peut-être pour l'étagement et également surtout qu'avec les versions hybrides, comme on a plus de couple, on a besoin de moins de vitesse, donc moins de démultiplication et ça permet grâce au couple de pouvoir rattraper. Si par exemple je suis en 5e, je n'ai pas besoin de tomber une 4e puisque le moteur électrique, lui, va m'aider à repousser un petit peu. Celui-ci, pour rien vous cacher, puisque j'ai déjà essayé, j'ai fait pas mal de kilomètres avec, le châssis est assez bluffant et je vous laisse voir ça pendant l'essai conduite. Au niveau des dimensions, c'est une voiture qui mesure 4,53 m de long, 1,86 m de large sans les rétros, sinon on a un peu plus de 2 mètres avec les rétroviseurs. D'ailleurs, des rétroviseurs tout petits. On en reparle pendant la conduite également. Et 1,60 m de haut avec des petites barres de toit. Un toit panoramique ouvrant en option. Alors, ce n'est pas les énormes panoramiques, mais il a la fonction ouvrant, 1 500 €. La petite option,
Elle est disponible en 11 couleurs, plus les couleurs exclusives. Les couleurs comme celle-ci, on va dire que c'est environ 900 €. Les couleurs exclusives, c'est entre 4500 et 6500 € tout de même. Bref, on voit que là, on est dans le premium allemand. Là, on a une sorte de petit vert un petit peu spécifique, mi-foncé, mi-pailleté. Alors, ça fait un petit peu de couleur. Merci Audi d'avoir mis un petit peu de coloris dans la vie. Je suis plus fan des couleurs qui pètent un petit peu plus. J'ai besoin de ça. Comme les versions RS, par exemple le RSQ3 qui s'est sorti en vert comme les RS3. Ouais, moi j'adore. Je veux de la lumière, de la couleur, du jaune comme le T-Roc. Le T-Roc qui est sorti en jaune. Magnifique quoi. Elle existe avec des jantes à partir du 17 pouces jusqu'à du 20 pouces. On a 4 intérieurs différents, on a 2 styles de volant différents. Au niveau du poids pour les versions essence standard, c'est 1700 kg, 1750 pour la version diesel et on est à un petit peu plus de 1900 kg pour cette version PHEV juste ici, sachant qu'elle intègre une grosse batterie, donc comme je disais, de 25 kWh brut. Au niveau du tarif, pour les premières versions essence, on commence à partir d'environ 43 850 €. Avant négociation, bien entendu, j'espère que vous êtes bon négociateur lorsque vous achetez une voiture. Et une version full comme ça, on est aux alentours des 77 000 € avec le S-Line, le pack techno, etc. Bref, full option, on va dire aux environs de 78 000. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens n'achètent plus les voitures. Et quand vous allez voir un concessionnaire, vous dites ouais, je paye comptant ou j'achète cash, ils sont là genre non, ça ne nous intéresse pas, on ne fait pas de réduction. Par contre, si vous prenez des LOA, tout ça, là, c'est le mieux. Alors, est-ce que vous, d'ailleurs, vous achetez encore vos voitures comptant, vous dites voilà, je vais attendre. Alors, c'est vrai que ça fait cher quand même pour ce genre d'auto, hein. Vous prenez des crédits, ça m'intéresse. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse un sujet là-dessus sur comment financer au mieux une voiture et comment l'acheter au meilleur prix? Je le mets là. Ça sort dans l'année. Je vous fais quelque chose. En plus des tutos mécaniques qui vont sortir avec Clémence, tout ça, tout ça. Bon, si vous prenez la version de base, on est aux environs de 43 000 comme on disait. Mais ensuite, on peut prendre les finitions. On a la finition design, on a la finition business, plus pour les pros, etc., pour les voitures de flotte. Ensuite, on aura la finition S-Line, comme aujourd'hui. Donc S-Line, c'est les sièges un petit peu plus sportifs, les étriers de frein rouge, comme on peut le voir ici, des jantes un peu plus grandes, des options qui sont déjà intégrées à la voiture. Et ensuite, il y a les packs. Les packs, on a le pack Tech, le Tech Plus, le Tech Pro, le pack dynamique et le pack, on enlève les chromes et on met du noir un petit peu comme là, pareil au niveau de la calandre, etc. Ça, c'est des packs qui sont de plus en plus parce que de toute façon, le chrome, comme vous pouvez le voir sur les voitures, il n'y en a quasiment plus. D'ailleurs, le S-Line, comme je disais sur la vidéo de la Q5, je ne sais pas si vous avez vu, les rétros, je les aurais bien aimés sur la S-Line comme les S d'époque, par exemple la S3 qui était sortie avec les rétros un petit peu alu brossé. Ça avait un style incomparable. Qu'est-ce qui change sur cette voiture? On le voit déjà. La face avant, le look, le capot, les feux, etc. Bref, tout est différent. Vraiment, lorsque je la vois, je me dis waouh, vraiment. On croirait presque à un mini Q5, mais il y a quelques différences. Parmi les nouveautés sur cette voiture, première chose qu'on va voir, c'est ici. Ça reprend donc ces parties affinées LED avec la signature de jour. Et en dessous, on a un bloc optique ici pour les feux. On peut avoir les feux matriciels, etc. Mais contrairement au Q5, où tout est intégré ici, là, on l'a en deux parties. Alors, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait exactement la même chose en reprenant les mêmes blocs, puisque ça aurait fait quelques petites économies, tout ça. Le fait que ce soit un petit peu plus bas, moi, ça ne me dérange pas, parce que quand ils sont éteints, en fait, comme l'intérieur est noir, on a l'impression qu'il n'y a rien ici, et c'est assez sombre, donc ça ne se voit pas trop, et on a l'impression qu'il y a vraiment cette signature de jour seulement. Ensuite, on retrouve les grandes calandres d'Audi, ça on connaît. Le logo maintenant qui est de cette façon, vraiment tout lisse, qui intègre les capteurs de la conduite pour ne plus avoir le gros truc en plastique ici. Donc tout est ici. C'est pour ça que les anneaux ne sont plus en relief, pour avoir justement les retours des ondes, etc. S'intègre juste en dessous une petite caméra, puisqu'on a un pack de caméra 360 avec ce qu'il y a sur les rétroviseurs, plus à l'avant. Ici, je vous remontrerai comment ça fonctionne à l'intérieur. La calandre assez simple, même si c'est une S-Line, mais là, quand on a tout en noir, avec le pack noir, très sobre, et ensuite donc de la peinture tout autour. Ce qui est bien chez Audi, c'est que c'est des voitures premium, donc on n'a pas de plastique disgracieux autour des bas des pare-chocs, etc. Là, tout est peint surtout sur ces finitions S-Line comme ça. Ça a vraiment un look sympa. Regardez, moi je fais 1m80, donc la voiture fait 1m60 de haut. Ça reste quand même un beau bébé. En fait, elle paraît plus grosse quand on la voit que lorsqu'on est à côté. Lorsque je m'en approche comme ça, je me dis, finalement, ça paraît presque un petit peu compact. Ah oui, parce que le Q3, ça reste une des plus petites voitures.
Parce que quand on la compare à un Q8, c'est vraiment rikiki. Moi j'aime bien là, cette partie basse qui élargit tout ça, là, qui donne vraiment un look voiture sportive. Ça me plaît bien. Même les feux, hein. Et pareil, les feux on peut personnaliser lorsqu'on arrive, l'éclairage, l'ambiance, l'accueil, etc. Et on va reparler des feux arrière parce que ça c'est une option à 1000 et quelques euros, il me semble, si je dis pas de bêtises. Les feux arrière aussi, parce que c'est pas un pack où il y a et l'avant et l'arrière. Ouais, je vous remonterai à l'arrière ensuite avec les petits panneaux OLED. Alors, sur le côté de ce Audi Q3, on peut voir un truc. Comme c'est la version S-Line, on a les freins peints en rouge. Alors, Audi, s'il vous plaît. Par exemple, BMW, quand on prend un pack M, juste le pack Sport M, on a des vrais freins beaucoup plus gros, tout ça. C'est pas juste des étriers monopistons peints en rouge. À 77 000 euros la voiture, j'aurais bien aimé quand je prends le pack qu'on ait des vrais freins un petit peu plus gros. Après, les jantes sont magnifiques. Audi, j'adore les jantes qu'ils font. C'est vraiment joli comparé à certaines marques qui commencent à faire des trucs un petit peu... Je trouve ça vraiment trop. Donc là, aujourd'hui, on a des jantes en 20 pouces, donc les jantes les plus grandes possibles sur le Q3, et une suspension qui est pilotée. On pourra la régler lorsqu'on sera dans les modes de conduite. Et pour rien vous cacher, malgré le fait qu'on ait des jantes en 20 pouces et des pneus taille assez basse, eh bien la voiture garde quand même pas mal de confort. De ce côté-là, on retrouve la trappe, juste à côté du petit badge hybride. Donc la trappe, hop, je peux l'ouvrir ici. Et ce qui est top, c'est que ça recharge jusqu'à 50 kW, puisqu'on a également donc la partie recharge rapide. Ça, c'est une très bonne chose. Peu de marques font de la recharge rapide sur les hybrides rechargeables. Et justement, ça, c'est plutôt avantageux parce que ça permet, lorsqu'on est en ville, de se dire, tiens, je vais recharger ma batterie quasiment à 100% si j'en ai besoin, et se faire environ une centaine de kilomètres en 100% électrique en quelques minutes de charge, plutôt que quelques heures auparavant. Sur le côté, vous pouvez le voir, donc SUV premium, tout est peint, pas d'arche de roue en plastique ou autre. On a quand même cette partie un petit peu creusée pour donner l'impression de roue plus grande. Ça, c'est des designers qui m'ont dit ça. Donc pourquoi on a toujours une arche encore supplémentaire en plus? Ça, c'est pour donner cette impression de roue plus grande et ce look de voiture plus impressionnante. Des poignées encore standards sur ces versions du Q3, le petit Audi Q3 qui est noté ici, les barres de toit en noir plutôt jolies, le toit ouvrant comme je vous disais, l'antenne type requin, tout en noir, plus de chrome ici, la simplicité, les étriers à l'arrière également peints en rouge, et on est aux quatre coins ah non, peut-être pas aux quatre coins, 255 à l'arrière, et si, 4 coins, 255, 20 pouces, 40 aux quatre coins. Allez, un petit coup de latéral, vraiment 4,53 m. Comme je vous disais, la forme d'un SUV, le capot bien à plat. On dit il existe également en Sportback, donc les versions Sportback, c'est des versions un petit peu coupées comme ça. Moi, je préfère toujours les versions vraiment SUV. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous préférez. Et pourquoi ? Parce que c'est vrai que le look du Sportback, beaucoup de marques s'en sont inspirées, on fait des SUV coupés. Mais moi, un SUV, pour moi, c'est ça. Et encore... quoique ça finit quand même assez loin, mais le but d'un SUV, c'est d'avoir de la place également dans le coffre. Allez, c'est parti pour le 3/4 arrière de cette voiture. Donc on peut le voir, vitre quand même assez inclinée, malgré le fait que ce ne soit pas un Sportback. Moi, je préfère lorsque c'est un petit peu plus droit. Et ensuite, beaucoup d'éclairage à l'arrière. Le logo Audi, qui est rétroéclairé, donc les anneaux en rouge comme ça, les feux avec les petits panneaux OLED, qui sont également une option, et le bandeau, on peut voir que lui, il est séparé. C'est très très rare. Souvent, vous savez, le bandeau est inclus avec une partie optique. Là, il est avec cette petite partie basse, mais pas la partie haute principale. Ouais, c'est assez spécial. Moi, j'aime bien. Ça permet vraiment de démarquer les deux. C'est plutôt joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Et ce 3/4 arrière, avec quand même pas mal de rondeur. D'ailleurs, le Q3 est quand même pas mal en rondeur. On a des parties musclées, mais rien de trop agressif, je trouve. Par contre, il y a juste un petit truc qui me chagrine sur tous les nouveaux blocs optiques, c'est ça. On le voit partout. J'essaye des Maybach, j'essaye des voitures très chères, des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, et maintenant on a toujours de la petite buée dans les optiques. Ça, c'est dommage, ça n'existait pas avant. Plein arrière, donc là on voit bien le bandeau, le Audi illuminé. L'arrondi et cette partie également sur le bas avec les réflecteurs. Pareil, c'est fait pour faire joli. Le petit Q3 rappelé ici, on n'a pas de badge à droite puisqu'on a les hybrides maintenant qui sont marqués sur les ailes, sur les côtés.
Pareil à l'arrière, tout est peint, donc comme à l'avant, c'est plutôt joli. On ne voit pas de pot d'échappement sur les voitures hybrides rechargeables. C'est assez rare qu'on voit un pot d'échappement, presque disgracieux de nos jours, de montrer qu'il y a un truc qui sort de l'air avec du CO2. On le cache. Le diffuseur qui est assez joli, on dirait presque un diffuseur de voiture sportive, finition S-Line oblige, et pareil, donc là tout en noir, tout est peint, c'est joli, la caméra de recul juste ici, et le coffre donc qui s'ouvre bien entendu électriquement avec le balai d'essuie-glace ici. Ouverture, ça aussi je trouve que c'est une super innovation, le coffre qui s'ouvre tout seul, c'était fatigant d'ouvrir, etc. Bref, la facilité. Le coffre est au niveau du seuil d'entrée ici dans le coffre, donc c'est quasiment plat. On a la banquette qui se rabat en 40-20-40, deux fixations top taser Isofix sur les sièges arrière. On a un petit bac de rangement ici, un bac un petit peu plus profond de l'autre côté. On peut voir par exemple que j'ai un câble de recharge pour les bornes en extérieur. En dessous, ici, j'ai pu ranger le câble pour la maison. Le réservoir d'essence est dans le coffre, ce n'est plus la batterie était placée sous les banquettes. Donc ici, le gros réservoir avec la pompe à essence qu'on peut voir au fond, plus le caisson de basse ici, Sonos. On reparlera de la Sono à l'intérieur. Le coffre, donc voici à quoi il ressemble. Vous me connaissez. Alors en hiver, c'est un petit peu plus compliqué avec le gros manteau, tout ça. Aïe. Tada. Bon, le Nico rentre. Au niveau du volume de coffre, 375 litres dans ces versions hybrides rechargeables, puisque oui, on a dû déplacer le réservoir juste ici, donc malheureusement, on n'a plus l'espace sous le coffre. Ce que vous aurez normalement sur les versions standards, si je ne dis pas de bêtises, donc on aura une centaine de litres de plus sur les versions essence ou diesel. Alors, au niveau des places arrière, qu'est-ce que ça va bien pouvoir donner? Alors, j'ouvre la porte. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est cette finition. J'avais jamais vu ce genre de texture sur une porte arrière. Eh bien, c'est bien plus travaillé qu'un plastique standard. Et c'est moussé à l'arrière sur la partie haute. Ça fait plaisir. Après, on a un plastique un peu plus standard là, jusqu'au bas. Mais déjà sur la partie haute, c'est une sorte de papier, un petit peu de lin. Et c'est franchement sympa. Ensuite, on retrouve un petit haut-parleur Sonos ici, une sorte d'Alcantara sur la partie accoudoir et sur le côté porte, et un bac de rangement, plus un petit bac de rangement sur le côté, on peut mettre un téléphone ou autre, et une sellerie, pareil, également en nouvelle, que je n'avais jamais vue chez Audi, toujours toute douce. Ça, c'est un désavantage d'Audi avec cette sorte d'Alcantara, enfin un petit... C'est pas de l'Alcantara, c'est une sorte de tissu microfibre un petit peu spécifique à Audi, que j'aime bien parce que le toucher est cool, et surtout, là, comme il fait quasiment 0 en hiver, lorsque je touche, eh bien, ce n'est pas froid, contrairement à du cuir. Et moi, je préfère 1000 fois ça. Allez, Nicolas, 1m80, qui vient s'installer ici, à l'arrière, avec son gros manteau, sa grosse écharpe et tout. Ah, est-ce que j'ai de la place? Alors... Oui, j'ai de la place. Le siège est réglé pour moi. Donc, comme je vous disais, je mesure 1m80 et regardez l'espace qu'il me reste au genou. Bonne chose également, comme c'est pas une voiture électrique, on a encore, comme à l'époque, eh bien, les bacs de pied ici qui sont creusés. Donc, ça me permet de pouvoir avoir les jambes quasiment à plat ici et pas remonter comme ça, comme dans toutes les voitures électriques, on est contorsionné à l'arrière. Donc ça, c'est plaisant. Également au niveau de la tête, eh bien, je suis bien installé à l'intérieur et je vous avoue que c'est plutôt plaisant. D'ailleurs, j'ai fait le BMW X1 il y a quelques temps. Eh bien, c'est un petit peu le même style. Après le X1, le Q3, on peut les comparer un petit peu tous les deux. Et c'est vrai que les deux se sont énormément modernisés d'ailleurs. Vous préférez lequel, vous? X1 ou Q3? Quel team? Mettez-moi dans les commentaires celui que vous préférez. Bon, là, j'ai de la place. J'ai de la place au niveau de la tête. On a tous des poignées. On a de l'éclairage LED sur le haut. On a vraiment beaucoup de place pour les pieds, pour les genoux, les épaules. Les sièges maintiennent légèrement, ils sont un petit peu creusés et avec une texture différente sur le côté comparé à ce qu'il y a au centre. Le centre est un petit peu glissant. Par contre, ce qu'on a sur les côtés accroche un petit peu plus, ce qui permet de glisser moins. On a ici l'accoudoir central, donc pareil avec ce textile un petit peu technique. On est pas mal, franchement. C'est spacieux, lumineux. Les vitres sont assez grandes. Elles sont surteintées à l'arrière comme quasiment tous les modèles de nos jours. On a 2 ports USB-C ici. La climatisation que je peux régler sur la température que je souhaite, mais pas le débit de ventilation. Et ensuite, donc les aérateurs, on peut régler chacun de notre côté. On a fixation top taser Isofix également sur le siège avant ici, plus les 2 à l'arrière. On peut rabattre directement grâce à la petite lanière ici. Et lorsque je rabats de cette façon, eh bien, j'ai un plancher plat depuis le coffre. Environ 1300 litres de cette façon. Ah, par contre,
Il va falloir que je retire ici pour le remonter. Hop, on retire. Clac. Et vous pouvez voir qu'il est sur plusieurs positions, comme ça. Comme ça. Ah ouais, dès que je relâche, en fait, il y a plein de positions. Bougez pas, j'essaye sur le mien. Hop, tout droit. Là, là. Ah ouais, il y a une dizaine d'inclinaisons possibles. Et je vous avoue que la version la plus inclinée est plutôt confortable. C'est pas mal. Et ça permet également de pouvoir jouer un petit peu avec le volume du coffre si l'on rabat ou que l'on met de plus en plus droit. La place du milieu, donc on a un grand tunnel central ici. N'oublions pas que le pack de batterie est situé sous le popotin ici. Hop. Donc là, oulala, qu'est-ce que c'est dur. C'est beaucoup moins confortable. Le dossier, pourtant là j'ai beaucoup de couches, est extrêmement dur puisque, comme je vous disais, ça reste la couloir centrale. Par contre, ce qui est top, c'est que j'ai de la place derrière les rails pour mes pieds. Ça, c'est un gros avantage. Ça me permet de ne pas avoir à mettre les pieds en canard pour les longs trajets. Juste écarter un petit peu les jambes, mais je peux rapprocher les genoux. Et ça, c'est plutôt plaisant. Par contre, 1m80, oui, j'ai la tête qui vient toucher là-haut. Sauf si je me mets un petit peu plus relax. Par contre, effectivement, le dossier, comme je disais, est assez dur. On a des filets ici avec des parties plastiques derrière, plutôt simple, efficace. Moi, j'aime bien de cette façon. La texture, donc pareil que l'on retrouve sur les côtés sur cette finition. Les intérieurs, je vous disais, on a le choix de 4 intérieurs différents avec des tissus, des textiles. Celui-ci, c'est celui qui sera presque le plus clair. Sinon, ce sera quasiment noir partout. Et même là, il me reste de la place. Dans ce siège, j'ai plus reculé que le mien. Bref, c'est plutôt bien à l'arrière. Allons voir l'avant. Allez, on a de la chance, on a même un petit rayon de soleil qui nous sourit. Donc allez, le tour de la voiture comme j'aime bien vous le faire d'habitude, pour vous donner vraiment plus une meilleure idée des proportions de la voiture. Les jantes, etc. Donc ce capot, là quand on bouge, je trouve que c'est vraiment différent également de quand je vous le montre juste de version normale ou sur les plans. Et ces feux là, moi franchement, là, alors mise au point s'il te plaît, hop, parfait, regardez, j'adore, alors je vous enlève les reflets, voilà. Regardez, donc ces petits panneaux LED là. Oh, ça c'est beau. Et vraiment la finesse du truc, le détail. Je crois que Audi, donc c'est les seuls à faire ce genre de feu OLED, plus le bandeau, plus le logo éclairé. Bref, je trouve ça vraiment pas mal. Donc on a le keyless, les rétroviseurs sont fermés lorsqu'on s'éloigne de la voiture et lorsque j'arrive et que je pose ma main, ça s'ouvre automatiquement. La portière à l'avant, elle ressemble à ça. Donc comme à l'arrière, on retrouve cette même texture juste ici. Alors pareil, cette sorte de papyrus, au niveau de la texture, plutôt joli. Et ensuite, cette sorte de microfibre avec là des inserts où on a de l'éclairage. Donc pareil, on pourra personnaliser la couleur. Et ensuite, pareil, là où tout est moussé, c'est plutôt agréable. Alors là, c'est juste collé dessus, mais là, c'est bien moussé, c'est très agréable. Ensuite, les commandes de vitres de rétroviseur, le désembuage des rétroviseurs se trouve juste ici, et rabattre les rétroviseurs également, sécurité enfant, ici. Plus bas, on retrouve de quoi ouvrir la trappe à essence, le coffre à distance et mémoriser votre position sur 2 positions pour le siège. Des haut-parleurs un petit peu plus bas, le Sonos juste ici, plus la poignée et l'ouverture et fermeture du véhicule. Un bac ici de rangement où on pourra mettre normalement des grandes bouteilles d'1,5 litre qui glissent ici. Alors peut-être que la 2 litres passe, à confirmer. Le S-Line sur le bas, juste ici que vous pouvez voir là. Les sièges donc électriques sur cette finition S-Line. Pareil donc les sièges S-Line, on peut le voir avec les rembourrages sur les côtés, plus cette partie qui s'avance, plus le petit badge S-Line juste ici et ce look. Alors je vais peut-être tourner la voiture pour le soleil parce que là on va l'avoir en pleine face. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ça ressemble à ça au niveau du tableau de bord, du volant et du grand écran. Donc là on peut voir cet écran gigantesque alors qui est séparé en un petit et un écran un petit peu plus grand. Et surtout ça, regardez là, derrière. Alors là ça passe, par contre c'est tout nouveau. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait d'habitude. Regardez, ça traverse là et ça va jusqu'au bout comme ça. Très très bizarre, plus de commodo qui bouge. On va en reparler. C'est plutôt atypique. Pareil, au niveau de toutes les touches, tout a changé dans ce Q3. Pédalier métal de cette façon, puisque finition S-Line, de quoi ouvrir le capot ici, comme d'habitude. Et la simplicité. Allez, si je me mets à bord, hop là. Je vais venir là et je vais surtout essayer de me reculer à fond pour vous donner la meilleure visibilité. Donc là, on peut voir qu'on a le nouveau volant. Alors ça, vous connaissez chez Audi. Si vous suivez un petit peu les essais,
Je vais fermer la porte, pied sur le frein, on va démarrer. Et je me recule encore un petit peu plus pour vous donner le maximum de visibilité. À l'intérieur, démarrage, on a besoin de ça, le doigt, et on appuie ici. Start, vous êtes prêts? Hop là, démarrage. Petite animation, Audi là, le GPS, plus ça de ce côté-là. Alors là, on a une très belle lumière, très cinématique, mais je ne suis pas sûr que ce soit le mieux pour vous montrer tout ça. Les rétroviseurs, juste là, oh là là, c'est beau cette lumière. Vous pouvez voir et noter qu'ils sont tout petits. Alors moi, ça me dérange un petit peu, ils sont vraiment petits. Au niveau de la visibilité, comme je suis dans un SUV, j'ai une grosse voiture, j'aimerais quelque chose de plus gros. Alors ce qui est bien, c'est que le point est bombé de ce côté-là, mais pas de l'autre côté. Juste là, la petite LED lorsque c'est fermé. On retrouve là un petit haut-parleur, l'affichage tête haute qui se trouve ici, donc qui reflète dans le pare-brise, un haut-parleur également central, plus de l'autre côté également, Twitter là-bas, plus ici. On commence par le haut aujourd'hui, tiens, pour changer. Donc de l'éclairage LED juste ici, donc qui est tactile, la touche SOS, de quoi ouvrir le toit ouvrant et fermer le store également. Allez, on s'éteint. Voilà, parfait, merci. Et ça, c'est pour allumer le tout dans la voiture. Ça, c'est est-ce que je veux que ça s'allume lorsque j'ouvre les portes? Ouh là là, réseau de bord, batterie faible, veuillez démarrer la voiture. D'accord, oui, on recharge. Allez, je la démarre vraiment, puisque en fait, depuis tout à l'heure, elle était allumée pour que j'ai des feux allumés, tout ça, tout ça. Tableau de bord ressemble à ça ici, mais on continue là-haut d'abord. Donc, rétroviseur ici, avec les bords fins. Mise au point, s'il te plaît, caméra. 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 Attendez, mise au point. Pas facile avec cette nouvelle caméra. Hop. Donc rétroviseur avec les bords fins comme ça, qui se teintent automatiquement sur le haut. Là, on peut le voir, avec la LED qui s'allume automatiquement. Et également, de l'autre côté, c'est pareil. Tableau de bord. Donc regardez, là on a une partie ici incurvée. Alors ça donne une sensation métallique, mais c'est du plastique. Et ensuite, donc cet écran incurvé également. Beaucoup de rondeur dans cette voiture, comme je vous disais. À part le volant qui, lui, a des formes un petit peu plus taillées dans la masse. Un aérateur de ce côté-là, 2 aérateurs au centre ici, plus un aérateur tout là-bas. Là, je vous ai montré donc toute la partie haute. Ensuite, on va passer là, le volant. Donc on a 2 choix de volant, celui-ci, donc en finition S-Line, et pareil au niveau des textures. Alors, c'est pas un cuir, c'est une sorte de tissu un peu plastique, un petit peu spécifique. Alors j'avoue que ça me dit rien comme texture, j'ai pas l'impression d'avoir connu auparavant. Les surpiqûres tout de même. Ensuite, on a ces parties qui sont toujours et physiques et tactiles. Donc par exemple, là, je peux faire défiler le menu en faisant ça, en glissant comme ça du bout du doigt. Alors voilà, si vous avez l'habitude de jouer avec vos doigts comme ça, vous saurez bien manipuler ces commandes. On peut changer les vues du tableau de bord. Donc on peut avoir celle-ci, on peut avoir celle-ci avec le GPS en grand. Et si vous connectez Google Maps ou Waze en CarPlay, vous aurez Waze ou Maps de cette taille-là également. Ou le compteur standard. On peut changer les informations également ici et ensuite les vues qu'on a sur les côtés des menus grâce à ça. Donc là, je peux afficher rien ou des vues sur le côté. Et ensuite, grâce à mon doigt qui est très exercé, je peux faire défiler dans les menus ce que je voudrais, donc les menus du téléphone, etc. Donc ça, il faut le connecter d'abord. Et ensuite, alors voilà, mémoire à long terme, etc. Donc je peux jouer avec les commandes pour avoir les consommations, etc. Et bouger dans chaque menu de haut en bas, plus ensuite de gauche à droite. Donc, par exemple, si je retourne à droite, vous voyez que ça bouge de gauche à droite et ensuite de haut en bas. On peut réinitialiser si l'on souhaite. Plus bas, on retrouve donc les consommations. En dessous des consommations, donc notre autonomie. Donc en thermique, en électrique, le pourcentage de batterie restant, le pourcentage d'essence restant. Il me dit que là, je ne peux pas me remettre en EV parce que je n'ai plus assez de batterie. Frein à main, la vitesse au centre, là également le contour lorsque c'est démarré, sinon c'est à 0 et ensuite c'est une barre verte qui va monter. De ce côté-là, les médias qu'on peut personnaliser également et les aides à la conduite. Alors moi, ce qui m'embête, c'est cette grande partie, regardez, c'est gigantesque et en fait l'écran ne prend que ça. Donc quand on compare celui-ci à celui-ci, en fait, cette partie noire vide sur le haut est un petit peu dommage comparé justement à la taille que l'on retrouve de ce côté-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, sur la droite, ce sera plus ce qui sera média.
Donc changer de musique, une touche favori, décrocher au téléphone, plus de son, moins de son, et une touche commande vocale. Ensuite, on arrive à ce qui est nouveau et ce qui est un petit peu bizarre. Clignotant, c'est ça, regardez. En fait, le Komodo n'existe plus. C'est devenu cette grande partie fixe qui traverse le tout jusqu'à la boîte de vitesse. Donc là, hop, hop. Alors, c'est quand même très, très spécial. Il faut vraiment s'y faire. Les essuie-glaces, c'est ça également. Donc là, voilà. Allez, je bouge ce petit truc. Alors, il ne faut pas être sur une petite route qui sautille parce que sinon, vous n'allez pas réussir du tout et c'est hyper sensible. Donc, on a soit le mode auto. Alors, je vous conseille de laisser le mode auto tout le temps, ce sera bien plus pratique. Mais sinon, c'est original, hein, on ne peut rien dire. Nettoyer le pare-brise, c'est ça. Non, ça c'est l'arrière. Si j'appuie à fond, ce sera nettoyer l'arrière. Et alors, par contre, non, ça c'est le plein phare. Ah non, ça c'est ici. Ah, ça c'est juste une impulsion. Et si je veux nettoyer, il faut appuyer à fond. Ok, donc j'appuie à fond. Ah non, ça m'a fait l'arrière, on dirait. Ah non, là c'est bon. Ok, donc là je nettoie le pare-brise. Donc, ok, il va falloir un tuto. Une impulsion, un balayage. Appuyez à fond, vous nettoyez le pare-brise. Et ensuite, ça c'est les essuie-glaces de façon standard. Le clignotant, c'est ça ou ça. On peut quand même juste faire ça, une petite impulsion qui nous met 3 impulsions de clignotant. Pas le rétroviseur, l'essuie-glace arrière et le mettre à fond, c'est de cette façon. Et là, ça balaye à fond. Voilà, donc ça c'est pour l'essuie-glace. De ce côté-là, ce sera la boîte de vitesse, parking comme ça, reculer comme ça, donc pied sur le frein, reculer, qui m'active les caméras ici de recul plus caméra 360. Si je repars sur marche avant, ça met la caméra devant, marche arrière, caméra arrière. Ensuite, pour me remettre en parking, je rappuie la caméra, hop, juste ici, et voilà. Ensuite, on a le régulateur de vitesse un petit peu plus bas, donc moins vite, plus vite, enregistrer, le désactiver. 7, ici pour la vitesse à laquelle on roule, et plus de distance, moins de distance. Bon, ça reste assez simple et basique. On le connaît, le volant est réglable en hauteur et en profondeur grâce à la petite manette juste ici. Là, je suis bien en parking. Parfait. Si on tire 2 fois vers le bas également, on sera en mode sport. Vous avez vu l'écran. Cet écran, lui, ici, donc il est tactile. Il est beaucoup plus grand que l'écran de gauche. La plupart des voitures font 2 fois le même écran. Là, ils ont décidé de faire différemment. Pourquoi pas ? Une touche Home ici, raccourci carte pour avoir vraiment la carte GPS en plus grand, les stations de radio, le Apple CarPlay, alors moi je l'ai connecté mais seulement en filaire puisque je n'aime pas lorsqu'il est en Bluetooth, les façons de recharger votre réserve électrique, le niveau que vous souhaitez lorsque vous rechargez, bref il y a des menus très très complets et ensuite les menus de la voiture plus simples, donc on peut le voir ici avec la navigation, radio, téléphone, Android Auto CarPlay, énergie, les réglages du véhicule, les réglages des aides du conducteur, les informations, etc. Et ensuite, on a d'autres menus, on a même YouTube, des jeux, des karaokés, si l'on souhaite, et les paramètres de la voiture sont à régler juste ici. Hop là, et vous pourrez régler tout ce que vous voulez juste là, directement. Dans votre voiture, la touche Home, c'est soit ça pour retourner au menu, soit la vraie touche Home, c'est ça, où vous pourrez mettre des widgets que vous allez pouvoir personnaliser. Et vous avez même, par exemple, les Audi Drive Select, donc qui est les modes de conduite. Juste ici, sur le bas, on a la clim, les sièges chauffants que j'active en les touchant ici. Donc ça commence par très chaud, moyen chaud, petit chaud ou pas chaud du tout. Ensuite, la clim ici. Donc je peux réactiver ici avec les températures plus ou moins. Donc on a une zone là, plus une zone à l'arrière. Et je peux désactiver ici le menu clim en appuyant sur le menu clim. Et là, j'ai plus de choix si je souhaite. Je vais désactiver puisque là, en vrai, au soleil, il fait bon et c'était déjà chauffé avant. Donc cette grande console, alors de nuit, elle s'illumine. Alors je ne sais pas si je mets les feux, voilà, lorsque je peux forcer, lorsque j'allume les feux. Donc grand bandeau lumineux qui traverse l'habitacle, également ici de ce côté-là et également de ce côté-ci. Ça donne une petite ambiance lumineuse assez sympathique et également on peut aller dans les menus, personnaliser tout ce que l'on souhaite. Je vais revenir là, à cet écran là. Regardez par exemple, tiens, il y a même un raccourci pour les couleurs d'éclairage intérieur. C'est plutôt sympa et même dans les portes, normalement, cette fois-ci vous pouvez le voir qu'à travers les perforations ici, c'est éclairé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, je trouve ça plutôt joli, c'est classe et ça change de juste un panneau LED. Plus bas,
On retrouve le Drive Select. Donc le Drive Select, c'est ce qu'on avait en raccourci ici. C'est les modes que je vais avoir. Donc individual, dynamique, confort, efficiency. Et le individuel, on peut le personnaliser. Flûte. Là. Et par rapport à la direction, la suspension, le son du moteur, on en reparlera parce que je vais vous parler dans son moteur et je découvrirai ce menu ensuite. Le régulateur de vitesse, est-ce que vous voulez qu'il relance fort ou pas, et l'affichage de l'Audi Cockpit. Donc ça, c'est le Dynamic Select. Je peux désactiver l'ESP si je suis sous la neige ou autre, la forcer en mode 100% électrique ici, les warnings, désactiver les bip bip lorsqu'on est en parking ou en reverse, donc en recul, ou les aides à la conduite ici que je vais pouvoir personnaliser juste là. Donc là, par exemple, désactiver les sons de dépassement de vitesse. Ça, c'est hyper casse-pied en France, donc on désactive ça à chaque fois. Petit raccourci à se créer si on veut. Franchissement de ligne, bref, ça c'est toutes les alertes. Aide à la conduite, vous pouvez voir qu'il y a des dizaines d'aides à la conduite par rapport à la vitesse, etc., par rapport au freinage, l'anticipation, l'efficience. Bref, il y a énormément de choses et d'aides à la conduite disponibles sur cette voiture que vous pouvez activer ou désactiver, mais celui-ci se rallume forcément à chaque fois. Donc n'oubliez pas de désactiver si vous ne voulez pas avoir les bip bip à chaque fois que vous dépassez 31 km/h au lieu de 30. Une partie ici, piano black, mais qui coulisse comme ça. Ah, j'aime bien le feeling. Avec chargeur par induction, câble USB-C, moi je connecte mon téléphone comme ça, avec 2 ports USB-C, et la ventilation du téléphone. Ça, c'est une très bonne chose pour ne pas que votre téléphone surchauffe lorsqu'il charge en induction et qu'il fonctionne en CarPlay ou Android Auto. La prise 12 volts, démarrer la voiture, la musique ici, pause ou play, et changer de musique, ça bascule de gauche à droite, plus le volume de cette façon. Le frein à main, donc frein de stationnement maintenant, double porte-gobelet ici, et pareil, tout en noir laqué comme ça. Alors c'est plutôt joli, juste attention à bien l'entretenir. Ensuite, on a un accoudoir ici qui se relève et qui descend tout en bas, donc qui est un petit peu moussé. Il n'avance pas par contre, mais il se relève avec des crans, et l'intérieur ressemble à ça. Petit rangement. Et on n'a rien à ce niveau-là. Les sièges, donc pour vous les remontrer un petit peu. Le toit vitré, la petite option à 1 500 € à prendre si vous souhaitez un petit peu plus de luminosité dans l'habitacle, et la vue sur les sièges arrière. Voilà à quoi ça ressemble tout ça. Bref, qu'est-ce que vous préférez dans ce cockpit? Moi j'aime bien le volant et tout ça. En vrai, l'ambiance là, avec tous ces nouveaux écrans comme ça, de nos jours sur la plupart des voitures, je trouve ça plutôt sympa. Bref, allons essayer, voir ce que ça donne sur la route. L'efficience, la conso électrique, la conso en thermique, en hybride, plutôt maintenant on peut dire, parce que tout est hybride de nos jours quasiment. Et on se fait un petit débrief après une semaine complète avec cette voiture. Alors c'est parti avec ce nouveau Q3 en hybride. Donc là je cherche, mais en fait c'est là, il faut vraiment s'y faire à ce nouveau sélecteur de rapport. Alors ça change vraiment, hein. On n'a pas l'habitude, et toute l'interface, alors même là le clignotant c'est tellement bizarre au début. Mais on va s'y faire. Comme d'habitude, un essai complet, on commence en 100% électrique. Alors là, j'ai pas le chauffage. Elle m'indique 94 km d'autonomie avec 100% de batterie. Quand j'allume la clim à 21 degrés, elle change, elle perd déjà 10 km instantanément pour m'afficher cette fois-ci plus que 84 km. En sachant qu'elle prend en considération ce qui s'est passé avec le conducteur précédent. Là, on va se faire un mixte, tout type de route, de la ville, de l'urbain, de l'extra-urbain, de la route de campagne, etc. Comme d'habitude, il y a le auto-hold, très très bonne chose. L'intérieur est sympa, hein, franchement, ça change de l'ancien Q3, qui était une voiture quand même assez vendue. J'aime bien hein, même les matériaux et tout, comme je disais. Voilà. Mais ça, il faut vraiment s'y faire, les commodos, etc. C'est un petit truc à prendre au début, on va chercher. Après, quand c'est notre propre voiture, la première semaine, on cherche un petit peu. Ensuite, on s'y fait quand même assez rapidement. On a l'impression d'avoir un moteur qui tourne. Il y a une sorte de petit sifflement à l'avant. Tout de même. On entend quelque chose. On a l'impression qu'il y a un moteur qui tourne alors que il n'y a pas de moteur thermique. Mais on a l'impression que c'est un moteur thermique hyper bien insonorisé. Comme si c'était un beau 6 cylindres et qui tournait genre...
il y a un petit quelque chose. En fait, c'est pas totalement silencieux comme une vraie voiture électrique, mais moi, ça me dérange pas trop, pour rien vous cacher. Ça amène un petit quelque chose. Moi, le son n'est pas dérangeant. Après, j'ai l'impression aussi, surtout que c'est très très bien sonorisé. Ouais, c'est normal, on a du vitrage feuilleté. Ça reste un vrai plus pour le quotidien et justement cette atmosphère et ce feeling de bien-être et de calme à l'intérieur. Alors, je vais me remettre mon CarPlay. Ce qui est fou aussi, c'est que le CarPlay peut être en plein écran ici avec Waze qui fait vraiment tout ce format là, 39e. Donc c'est vraiment hyper long. Alors pourquoi pas, comme ça donne ce style qui va avec ce bandeau ici avec le secteur de vitesse et les clignotants, etc. Mais moi je préfère avoir un plus grand écran, avoir plus d'informations. Là ils ont quand même réduit au minimum. C'est dommage d'avoir en fait une si grosse partie noire et où il y a rien en fait sur tout le haut. C'est le petit truc qui... J'aurais bien aimé que ce soit rempli. La sensation de conduite est bien, le volant. Alors j'ai l'impression que c'est aussi un nouveau volant avec une nouvelle texture. Je ne l'ai jamais eu en tout cas chez Audi. Et c'est assez agréable. Il est en fait effilé et ça donne un bon feeling de conduite, je trouve. J'aime bien. Maintenant, j'ai hâte que comme la Tesla que j'ai essayé sur la chaîne qui conduit en toute autonomie, on a mis une destination, on a cliqué, la voiture y est allée tout seul en respectant les limitations, les piétons et tout. C'était fou. J'ai hâte que ça arrive sur toutes les voitures parce que là, par exemple, en ville, c'est pas forcément très très excitant de conduire. Bon, après, c'est vrai que j'aurais plus vraiment de métier, quoi. Ce sera juste, je m'assois et je laisse la voiture conduire. Et je vous dis si c'est mieux que les autres ou pas. Mais là, voilà, je conduis encore un petit peu pour le moment. Le Q3, ça fait très longtemps que j'ai pas essayé de Q3. Je me rappelle même pas avoir fait un Q3 sur la chaîne. Q5, je me souviens. C'est possible que je l'ai fait. Mais ce nouveau-là me plaît bien, même au niveau du look, etc. Enfin, on voit que c'est une voiture techno, même de l'extérieur. Bon, on va pas se le cacher. Pour la ville, etc., c'est bien. Les consos, etc., on va voir ce que ça donne. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, il fait froid aujourd'hui, donc forcément il y a le chauffage qui va tirer sur la voiture. Alors c'est pareil, moi je vais vous faire l'utilisation en une seule fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chauffage consomme beaucoup quand la voiture est froide. Donc moi je vais rouler aujourd'hui sur la journée sans forcément trop m'arrêter et laisser refroidir la voiture et ensuite réchauffer et refroidir et réchauffer. Donc quand vous l'utilisez comme ça va forcément faire moins que l'autonomie annoncée. C'est pareil, les normes WLTP ne prennent pas en compte ça. Elles font des essais un petit peu comme moi, la norme Nico mécanique sportive. C'est un essai sur la journée avec le chauffage qui tourne sur la journée ou plusieurs heures. En gros, en région parisienne, c'est 2-3 heures à peu près pour faire les 100 km. Mais ça ne prend pas en compte le fait qu'il fasse froid dehors, que la voiture se refroidisse parce qu'on l'a laissé 1 heure, ensuite qu'on doit tout réchauffer, que le moteur est à froid, etc. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui vont jouer sur l'autonomie de la batterie. Donc là ce que je vous teste aujourd'hui, c'est dans les conditions où vous l'utilisez d'une traite. Donc par exemple si vous la prenez le matin en hiver et que vous la reprenez le soir en hiver, elle va se réchauffer 2 fois et plus l'habitacle est grand, plus forcément ça va consommer. C'est pour ça qu'également maintenant il y a beaucoup de sièges chauffants, de volants chauffants. C'est pour qu'on chauffe un petit peu moins l'habitacle mais que nous on se sente un petit peu plus chaud. Voilà, mais on va se faire quand même une idée de l'autonomie. Mon but c'est comme d'habitude de vous faire un test 100% d'autonomie. Je vais vous reprendre ensuite sur la route et plutôt que de vous faire un test cette fois-ci où je vous dis en électrique c'est silencieux, etc. Je vais faire un test là où je vide la batterie complètement et ensuite on teste vraiment lorsqu'on sera en thermique, parce que je trouve que c'est plus intéressant de savoir quand le moteur va tourner, etc. Parce que on sait forcément que en élec c'est silencieux et autres. N'hésitez pas à me dire si ça c'est une bonne idée, comme ça prendra un petit peu moins de temps dans la vidéo et ça m'évite de le recommencer 2 fois pour pas forcément grand chose. Alors là à l'intérieur vous voyez la petite ambiance de nuit, donc ce très long bandeau lumineux, les portes et là au niveau la console centrale, donc pareil des LED, on peut personnaliser bien entendu les couleurs. Le clignotant c'est vraiment très très perturbant au début. On va prendre l'habitude. Hop.
Les aides à la conduite, donc je viens d'activer, je suis allé dans le menu pour avoir les aides à la conduite au maximum. Là ici, on arrive sur le périph', c'est 50. Et donc, je la laisse conduire à partir de maintenant. Il faut bien sûr garder les mains sur le volant, hein, c'est obligatoire, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et que moi je ne touche à rien. Le volant suit de lui-même. Donc on a un affichage tête haute, on a ça ici. Bon là je vais quand même doubler parce que ici c'est pas le plus intéressant et surtout tout le monde s'insère à cet endroit là. Attention au scooter, hop, on se remet voie de gauche sur le périph parce que là on est dans les heures où c'est bon. Et voilà, alors ce qui est cool c'est qu'elle sert bien à gauche pour laisser passer les motos. Ah oui, chose très importante, les rétroviseurs sont extrêmement petits, c'est très perturbant. Vraiment le miroir est tout petit. J'aurais bien aimé qu'il soit plus grand. Après ça joue également pour l'aérodynamisme, la forme, la taille, etc. Un beau bateau sur le périph. J'aurais bien aimé plus large quand même. Après, celui-ci a le coin bombé, pas celui à droite. Il aurait mérité d'y être, de série. Bon, sur le périph, les aides à la conduite, etc. ça fonctionne quand même plutôt bien. Alors on va voir, elle va s'insérer. Est-ce qu'elle va bien le détecter? Elle détecte. Elle ralentit, elle repart. Moi je ne touche à rien, je ne fais rien. C'est plutôt agréable. 45 là sur un beau goudron du périph' là, qui a été renouvelé, c'est vraiment extrêmement silencieux. Et surtout avec ces vitres autour, je n'entends quasiment rien. Ça c'est un réel plus. Je touche à rien, elle ralentit, elle s'adapte. C'est agréable. Moi j'aime beaucoup la conduite de niveau 2, surtout pour ces conditions sur le périph'. Le fait qu'il n'y ait quasiment plus de boîte manuelle pour des voitures de tous les jours, c'est un réel avantage. Pour le côté plaisir, la boîte manuelle, une Porsche, une Caterham, une voiture sportive, etc. Mais même toutes les voitures sportives aujourd'hui passent avec des palettes parce que tout le monde recherche la performance et plus le plaisir. Et je trouve ça vraiment dommage. Quasiment toutes les voitures aujourd'hui, même les plus sportives, etc., c'est soit électrique, soit hybride, etc., ou avec des palettes, mais il n'y a plus ce côté embrayage, etc. Parce que oui, c'est la recherche de la performance, parce que tout le monde veut un tour du Nürburgring le plus rapidement possible, mais on oublie, je trouve, trop le côté plaisir de conduite et sensation qui moi me manque énormément dans les voitures de nos jours, sauf pour une voiture comme ça au quotidien. Je veux surtout pas avoir d'embrayage ou de vitesse à passer. Là je trouve que pour la voiture tous les jours c'est hyper bien d'avoir toutes ces aides à la conduite, ce silence, ce calme et ce moment apaisé avec une bonne stéréo et des aides à la conduite. Pour moi c'est ça la voiture idéale du quotidien. Donc là je suis toujours en électrique, je suis à 60, si je veux relancer ici on passe sur une route à 90, ça relance. Alors ce qui est assez intriguant, c'est qu'on a quand même le bruit, le son, etc. Comme si un petit moteur tournait, alors que non, je suis vraiment au contour à 0 et je suis bien en 100% électrique. Il y a le passage de rapport puisque avec cette transmission et ce moteur 1,5 litre Evo 2 sur toutes les nouvelles voitures du groupe, eh bien ça fonctionne comme ça. Donc là je vais me remettre à 90 au régulateur. En fait, il y a un passage de rapport, c'est vraiment couplé au moteur, mais le moteur électrique, lui, va avec la boîte de vitesse quand même passer les rapports. Et ça donne cette sensation justement de passage de rapport. Allez, par exemple là je réaccélère un petit peu plus, sans appuyer trop fort. Il y a vraiment... Non. Je ne sais pas si c'est un bruit qui vient de la sono de l'avant, là, des petits haut-parleurs qui donne cette sensation. Je pense que c'est peut-être possible à désactiver si c'est via le multimédia. Mais c'est assez intéressant parce que d'un côté, ça va faire que lorsque vous roulez comme ça, vous avez l'impression d'avoir un moteur, mais vous ne polluez pas du tout et vous ne consommez que de l'électricité. Et d'un autre côté, c'est un autre avantage pour, lorsque le moteur va réellement démarrer, faire en sorte que vous soyez habitué à un son, que vous ne soyez pas trop perturbé. On verra ça juste ensuite. Mais bon, là à 90, c'est pareil. Cette fois-ci, on ne peut pas dire pas de bruit moteur parce que justement, il y a cette sensation de léger bruit. Mais c'est très silencieux et c'est pas désagréable. Après, moi ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le film et le feuilletage qu'on a dans les vitres qui nous permet d'avoir une meilleure insonorisation. Là voilà, je n'ai pas touché pendant trop longtemps. Elle me rappelle à l'ordre en me disant Nico, n'oublie pas s'il te plaît de garder les mains sur le volant.
On a un volant capacitif, c'est-à-dire qu'on a juste besoin de le toucher sans besoin de forcer et de mettre de couple sur la jante. Bon allez, j'essaye d'épuiser cette batterie, on va aller quand même sur les petites routes en sinueux, etc. Voir ce que ça donne, faire une accélération en 100% électrique et ensuite on se fait les tests conso. Alors je vous confirme que le son venait bien des haut-parleurs puisque je l'ai trouvé là dans le individual. J'ai le son soit balance, dynamique ou confort. Confort, donc ça ne fait pas de bruit. Dynamique, lorsque j'accélère, j'ai cette sensation de bruit moteur, donc moi je vais l'enlever. Voilà, comme ça je suis plus au calme et je préfère quand c'est totalement neutre personnellement. 59% de batterie qui viennent de passer, elle m'indique encore 60 km d'autonomie, je viens d'en réaliser 32, donc c'est plutôt pas mal. Pour le moment j'ai pas vraiment dépassé les 90, il y a eu des petites phases à 100, 105 et là je reste à 90 là pour me faire une petite idée. Je vais réaccélérer là juste après cette voiture là pour me faire du 110 et après il y a du 130 et des petites routes de campagne et autres. Comme ça va nous donner vraiment une réelle idée des consommations et ce que ça donne. Donc là je suis toujours en électrique et en élec on va se faire un 90-130 voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a assez de puissance avec cette petite centaine de chevaux? Donc allez c'est parti, là je suis en élec, hop je réaccélère, alors pas trop donc là 100, 103, 106, 110, 115, 118, 120, 130. Ok, bon c'est pas trop mal en électrique. Bon, c'est pas extrêmement puissant comme ça. Après, on a 272 chevaux lorsqu'on cumule tout. Mais en élec, on peut voir que c'est suffisamment puissant pour pouvoir doubler en anticipant un petit peu. Après, si vous mettez pied dedans, pied plancher, la voiture va redémarrer le moteur thermique et le mettre à fond. Alors, c'est pas conseillé lorsque le moteur est totalement froid, mais c'est possible en cas de nécessité. Donc, anticiper un petit peu pour pas faire surchauffer le moteur et faire tourner jusqu'à 7000 tours lorsqu'il est froid. Et d'ailleurs, j'ai pas fait attention à ça, je suis à 45% de batterie et j'en suis à 43 km réalisés. Donc avec 55%, j'ai fait 43 km. Ce qui est correct et on passera sûrement pas les 100 km là, à mon avis, avec les 100% de batterie. Niveau sonore, alors on a du Sonos, je pense que c'est la première fois que je vois du Sonos dans une voiture. Le son est bon, mais je retrouve pas l'atmosphère Sonos. Alors j'ai déjà essayé du Sonos, la Arc Ultra, les RA300, les RA100, les petites, et je retrouve pas l'ambiance Sonos dans la voiture. C'est un petit peu dommage parce que je trouve que c'est un très bon son. Ça manque peut-être un petit peu de basse et dans les aigus peut-être un petit peu de clarté. C'est bon, plus que la majorité des systèmes standards, mais je trouve qu'il lui manque un petit truc. Pourtant j'ai essayé de paramétrer, mais j'arrive pas à avoir le son que j'aimerais avoir pour du Sonos. Alors là je suis en mode confort, donc on a une suspension qui est réglable. En mode confort, jusqu'à là c'était très confort, là j'arrive sur des routes extrêmement dégradées. Alors on garde quand même un châssis qui a l'air quand même plutôt vif, une direction agréable. Pareil, là je suis en mode tout confort, électrique plus full confort, eh bien c'est confort, on va pas se le cacher. Tiens, j'ai encore quelques à la conduite, ça tournait et j'ai senti le volant qui tournait pour prendre la courbe comme il fallait. Alors, la voiture est agréable, même à bon rythme. Alors, ce qui est fou, c'est que je me sens en sécurité. J'ai l'impression qu'elle va aller vraiment où je veux. En fait, il y a le S-Line sur la voiture, mais j'ai l'impression presque qu'on a une voiture un peu typée sportive au niveau du feeling de la direction. Et là où elle va, c'est aussi quelque chose qui m'impressionne. C'est que là, comme ça, j'ai un feeling de légèreté, alors que pas du tout. La voiture fait quasiment 2 tonnes. Et alors, au freinage, par contre, je sens un petit peu, mais je trouve que les ingénieurs ont fait un travail remarquable au niveau de la suspension et de la direction qui donne ce feeling où on se dit la voiture paraît légère, et ça, c'est très agréable. Alors, petite route où il n'y a absolument personne, on va se faire le 0 à 100 en électrique. Donc, on va partir de 0, arrêter en auto-hold et voir ce que ça donne. C'est parti. Allez, hop. On sent que c'est très couplé au début. Ça accélère bien. On est déjà à 50. 60, on sent le passage de rapport. 70. 80. 90. Et 100. 100 maintenant. C'est pas brutal, mais ça va. Et on va se faire le 100 à 0, comme d'habitude. Allez,
Je sais pas si vous avez vu, la ceinture m'a serré, elle a activé le warning, elle a mis tout en sécurité dans la voiture. Alors, on sent que c'est lourd, ça a freiné très bien, elle a quand même un petit peu plongé pour vraiment mettre du poids sur l'avant. Non, ça s'est bien débrouillé, je me suis senti sécurisé, la ceinture et tout, qui me dit « T'inquiète, il t'arrivera rien ». Franchement, pour les 2 tonnes, c'est assez agréable. Là, il me reste d'ailleurs que 22% et elle m'indique 20 km d'autonomie restante, alors que j'ai réalisé 60 km, donc on tiendrait environ les 84 qu'elle avait annoncé au tout début. Allez, on arrive sur ma petite route sinueuse préférée et on va voir ce que ça donne. Donc je suis toujours en mode confort et en élec. Alors, comme je disais, donc au niveau du feeling de conduite, on a l'impression d'avoir une voiture plutôt légère. On a une direction très agréable. Oh, j'aime beaucoup ça. La suspension filtre bien quasiment tout. C'est pas mal. On entend un petit peu la suspension travailler, mais moi je ressens quasiment rien. C'est franchement très plaisant. Au niveau du freinage, on a un freinage électrique sur le début. Alors là, le but c'est pas de le faire à fond, hein. C'est pas non plus une RSQ3. Hein. C'est pas mal. Franchement, le feeling de direction est très agréable. La voiture reste plutôt bien à plat. Dans les sièges, je suis très bien maintenu. Ouais, c'est top quand même. Le freinage, voilà, juste vraiment au freinage, on sent que la voiture est lourde à ce moment-là. 2 tonnes, hein, on ne se le cache pas, 2 tonnes, c'est énorme. Après, on a une batterie énorme aussi. Parce que ça en est presque une voiture électrique au quotidien. Hein. Il y a encore de la chasse en cours ici, mais ils chassent tous les mois, j'ai l'impression. Mais vraiment, ce feeling est très agréable. Juste au freinage, on sent que c'est lourd. À la réaccélération en élec, on sent que ça prend son temps. Mais si on achète une élec, c'est également pour faire de l'écologie. Donc, le but, c'est de consommer moins aussi d'électricité dans quasiment toutes les conditions. Bon allez, il me reste 11 km d'autonomie, 13%. On finit d'épuiser cette batterie et ensuite, on refait tout ça en thermique avec notre bon vieux sans-plomb. Alors là, la voiture m'indique 0 km restant, mais je suis toujours en élec pour le moment. On va voir ce que ça donne, mais j'en suis à 81,9 km réalisés à flûte. Là, c'est en légère descente. Vous n'allez pas me croire, mais je viens d'arriver à 84 km tout poil, elle a toujours pas redémarré. Donc là, on vient de faire plus de 2 km sur le 0 dernier, et puis là, on freine. Donc on va encore récupérer de l'énergie, donc on va encore faire un petit peu. Si je pousse un petit peu plus. Ouais, elle a redémarré 84,5 km réalisé en 100% électrique avec ce nouveau Q3 hybride. Hybride, on dit 272 chevaux. Donc cette fois-ci, c'est parti. Il me reste 0% de batterie. Alors quand il reste 0, il reste en réalité toujours environ entre 5 et 10% dans la batterie réellement. On ne vide jamais une batterie jusqu'à 0. Les batteries lithium, ça n'aime pas du tout descendre jusqu'à 0. Donc, il reste toujours une petite réserve. C'est pour ça qu'on a quasiment toujours à chaque réaccélération toute la puissance cumulée entre l'élec et le thermique, sauf quand on a vraiment épuisé, qu'on est sur autoroute en Allemagne et pied dedans depuis 10 km. Là, je réaccélère un peu plus. Là, je suis à 2000. Ça y est, elle passe un rapport pour être aux alentours de 1500 tours le plus possible. Je n'entends pas du tout le moteur. Je suis à 70 km/h. Alors là, je suis vraiment bluffé parce que ce moteur, je l'ai essayé sur beaucoup de voitures. Il n'a jamais été aussi discret que là. Alors, je suis sur une petite route où la route est un petit peu bruyante, le goudron est un peu plus bruyant que les goudrons tout neufs du périphérique parisien, par exemple. Mais c'est assez bluffant de voir à quel point c'est silencieux. Je vous avoue que c'est plutôt plaisant. Donc cette fois-ci, on va pouvoir aller au Drive Select et passer, par exemple, maintenant en mode dynamique, avec le petit bout de circuit et tout, comme le studio mécanique sportive. Pour ceux qui regardent les vidéos au studio. Oula, là on l'entend le moteur là. Il se passe quelque chose là. On peut jouer de la palette et waouh, ça y va. Donc là on sent que c'est très coupleux, qu'il y a de la puissance, c'est volontaire. Le moteur donc monte assez haut dans les tours pour ce côté plaisir. Je peux jouer avec les palettes et vraiment me donner. Oula, c'est pas mal ça, dis donc, tiens. Fais voir là. Ça tient bien. Freinage, comme je dis, donc ça freine beaucoup en électrique sur le début.
ouh là là, gros freinage. Ouais. Ah, quand les plaquettes viennent, on sent vraiment la différence. Et... oh, mon pauvre trépied. Ouais, ok. Alors c'est très progressif. La transition élec plaquette, on ne sent pas du tout. C'est très bien réglé. C'est hyper progressif. Ah, mais le châssis, par contre, est une efficacité. Ouais, ça, c'est bluffant. Ah, ça, par contre, je vous avoue que j'aime bien. Et là, en dynamique comme ça, hop, avec gros freinage. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ah, ça tient bien. Hein. Oh, ça accélère bien également. Hop, allez, pieds dedans. Alors, ne bougez pas. Parce que là, j'ai une impression. Elle a tendance à tirer à droite quand on accélère fort. C'est très bizarre, ça. Hein. Il y a un truc où c'est incliné de l'autre côté. Voilà. Là, c'est incliné de l'autre côté. Elle tire à droite, la voiture. C'est trop bizarre. Mais vraiment. Louche, ça, quand même. Je crois que j'avais déjà entendu parler de ça. En fait, dès qu'il y a du couple, ça tire à droite. C'est très bizarre. Bon, ça vous fait tenir un peu plus le volant. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on sait qu'elle fait 84,5 km en électrique. Donc maintenant, on va tester en mode confort, mais en hybride. Donc ce que je vais faire, c'est que là, mes informations mémoire à long terme, je remets à 0. Et on va voir combien elle consomme. Puisque là, on ne va pas jouer avec le mode sport, etc. On va se faire une utilisation réelle de cette voiture pendant une semaine. Donc là, on est lundi, je la ramène lundi prochain et ça va me permettre de vous faire vraiment un test sur l'utilisation quotidienne de cette voiture. Diamètre de braquage. Ça passe, tout juste, mais ça passe. Bon, c'est pour ça que aussi, ne pas avoir forcément le plus gros SUV possible, c'est plutôt pas mal. Comme je disais, donc là cette fois-ci on est en hybride. La sensation est quand même assez agréable lorsqu'on roule avec cette voiture. Là surtout une fois qu'il n'y a plus de batterie, puisqu'on a le mix thermique plus électrique, donc ça nous donne de la puissance. On sent qu'on a quand même vraiment tout et du répondant et de la puissance si on a besoin. On va voir les consos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout, ça va être les consommations. Ne roulez pas en mode sport parce que le mode sport essaye de recharger la batterie le plus possible également lorsqu'on roule. Donc, ça consomme beaucoup plus. Je vous conseille le mode efficiency ou le mode confort. Moi, j'aime bien le mode confort. C'est un bon mix. Efficiency, il va juste, lorsque je clique dessus, par exemple, changer la cartographie pédale et faire que vous devez appuyer plus pour aller à la même vitesse que le mode confort. C'est juste que ça ralentit l'accélération. Mode efficient, donc en gros ça vous pousse à avoir une conduite un petit peu plus éco. Le mode confort fait très bien le boulot, ça vous permet d'avoir quand même de la puissance, le mix, et si vous voulez faire d'éco, à vous de jouer avec votre pied pour être plus souple ou moins souple selon ce que vous souhaitez. Allez, cette fois-ci on se refait le 0 à 100 mais avec toute la puissance et c'est parti. Allez, ça part bien. 24, 33, 42, 52, 58, 75, 86, 90, 100. Bah ouais, forcément, c'est beaucoup plus rapide lorsqu'on a plus de puissance et le cumul de l'électrique et du thermique, du couple, de la puissance. Bref, on a tout à tous les moments et là c'est plutôt chouette. Donc là vraiment un régime stabilisé sur une route propre, aux alentours de 2000 tours minute à 90 km/h. Franchement discret et bien sûr, toutes mes ailes à conduite, vous me connaissez. Allez, insertion ici sur l'autoroute, donc allez, on met un petit peu de gaz. Alors on sent que comparé à l'électrique, ça fait réellement la différence. Et donc on va aller se mettre à 130 directement. Hop là, régulateur, je le mets à 130. Et c'est parti, je me fais conduire. Bien sûr, on retourne sur la voie la plus à droite possible dès que possible, à 130 km/h. Alors le fait que ce soit qu'une boîte 6, donc on est un petit peu plus haut que d'habitude à 130 km/h, donc là je suis quasiment à 3000 tours minute. Et pour rien vous cacher, le moteur, je l'entends toujours quasiment pas. C'est assez bluffant d'ailleurs, c'est déroutant, parce que entre l'électrique tout à l'heure et là, bien c'est toujours franchement hyper agréable. Le clignotant, je commence à m'y faire, mais c'est toujours aussi assez déroutant.
même à 130, donc comme tout à l'heure, les bruits du vent, etc. Tout est quand même très très bien gommé. C'est une voiture franchement qui donne envie de faire de la route. Alors, le Q5, lui, est beaucoup plus gros. Je l'ai eu donc il y a 2 semaines, le Q5. J'ai fait une petite pause entre-temps. Je trouve que celle-ci est limite plus agréable parce que le Q5, c'était vraiment gros, c'est encombrant. Même au niveau d'utilisation au quotidien, celle-ci a l'air plus pratique. Alors, le coffre est plus petit forcément, mais au final, je trouve qu'un Q3, ça fait largement l'affaire. L'intérieur est sympathique, tout ce qu'on touche, pareil. Alors il y a un truc que j'aime bien, c'est quand je touche là, que je vais régler le son avec la petite molette. C'est hyper doux, c'est hyper agréable. J'ai limite plus envie de toucher ça que si j'ai ma copine à côté. C'est hyper doux. Les sièges maintiennent bien, la voiture est agréable. Bref, on va voir ce que ça va donner niveau consommation au bout d'une semaine. Donc là, pour le moment, avec la réaccélération, etc., plus les petites routes, j'ai une moyenne à 6,7 litres. Il faudra vraiment voir ce que ça donne sur le long terme avec plus de villes, etc. J'ai hâte de voir parce que le Q5, lui, consommait quand même vraiment pas mal. Alors, c'était très gros, c'était encore plus lourd. Hâte de voir ce que ce petit Q3 nous réserve. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à votre avis, les consommations qu'on va réaliser maintenant en hybride. Parce que ça aussi, c'est assez important. Pour moi, le fait de rouler en hybride, les consommations qu'on va avoir réellement. Bon, et bien, là, on arrive à quasiment 50 km et j'ai une moyenne à 6,2 litres au 100 en hybride. En ayant fait de l'autoroute, ça rebaisse un petit peu maintenant que je suis retourné en ville où c'est des vitesses un petit peu plus basses, mais sur autoroute, j'étais aux alentours des 7 litres. Alors, je n'ai pas fait un assez long trajet sur autoroute pour vous dire exactement combien ça consomme, mais à partir de maintenant, donc là, 6 litres 2 sur 50 km, je vais la garder une semaine, je vais rouler un petit peu et vous donner les statistiques que l'on va avoir avec cette voiture sur une utilisation quotidienne en Ile-de-France, un petit peu de trafic, etc. Plus sûrement de la N104, etc., du 90. On va voir ce que ça donne et moi je vous refais un petit débrief après 7 jours. Allez, c'est parti pour le débrief avec cette voiture, 136 km de ville et de petits mix réalisés ensuite en hybride 7 litres 1 au 100 km après une semaine avec cette voiture. Alors je m'en suis servi pour des petits trajets du quotidien, aller chercher le pain, aller faire des petites courses, aller me balader un petit peu à gauche, à droite, sans aller trop loin, mais avoir une réelle utilisation, donc faire chauffer la voiture, etc. Voilà, au final la voiture est agréable. Petit truc que j'ai trouvé un petit peu différent de ce que j'ai l'impression d'habitude chez Audi, c'est la pédale de frein, la sensation qu'on a. Alors c'est très progressif et ça donne presque un petit air Mercedes des fois où on a l'impression de sentir la voiture un peu lourde parce qu'il faut quand même aller appuyer assez fort sur cette pédale, contrairement à d'habitude. Ce que j'aime beaucoup par contre chez Audi et les voitures du groupe, c'est le roue libre adaptatif. Donc ça c'est en gros quand vous relâchez la pédale, il n'y a pas de sorte de one pédale quand c'est en mode auto. C'est s'il n'y a personne devant, c'est un vrai roue libre, donc zéro consommation, zéro régénération. Et ça, c'est très agréable à utiliser au quotidien. Et ça, j'aime beaucoup. Donc on a vu au final un peu plus de 84 km en 100% électrique sur un vrai mix. Je pense qu'on peut s'approcher des 100 km au final si on se fait vraiment de l'urbain ou du cycle vraiment typé 70-80 km/h avec cette auto. Ça reste assez agréable quand c'est en électrique. Le petit son, donc on peut l'activer ou le désactiver. Donc ça, c'est à votre guise. Le volant, agréable. Les sièges sont plutôt bien. La voiture a du répondant, il y a de la puissance, il y a du couple, etc. Le côté hybride fonctionne. 7 litres 1, ça reste correct en sachant le poids du bébé et surtout la taille. Il y a des véhicules effectivement qui font mieux, mais ce n'est pas des hybrides rechargeables avec une aussi grosse batterie. Après, dommage, je dis encore, de tout le groupe Volkswagen pour le moment. Ça devrait arriver normalement 2027 si je dis pas de bêtises. Des vrais hybrides, des full hybrides qui permettent de garder plus de légèreté, en même temps des consommations très raisonnables. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que déjà les 1,5 litre de base ont des consommations assez basses. J'aurais bien aimé l'essayer en version 1,5 litre standard sans cette
hybridation PHEV, en sachant qu'ils ont des micro-hybrides avec du 48 volts qui fonctionnent très bien. Je pense que ça aurait pu être intéressant, en tout cas, sinon l'intérieur est cool, les technologies avec les feux, etc., ça marche très très bien, le feu matriciel. Bref, après ça reste une voiture pas donnée au vu des options, mais une fois que tout est optionné et que vous pouvez vous permettre, eh bien ça reste un véhicule plaisant. Même le look un petit peu vert, beaucoup de gens m'ont dit ah, c'était assez sympa et ça changeait un petit peu. Et bah, dès qu'il y a de la couleur, moi j'aime bien personnellement. Je l'aurais plus pris en rouge comme le Q5 que j'avais beaucoup aimé. Petit reproche, la Sonos, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu mieux, parce que comme je vous disais, moi j'aime beaucoup la musique et j'ai pas retrouvé un son typé Sonos, donc à voir peut-être dans un autre véhicule, voir ce que ça donne, mais je sais que dans le groupe, Sennheiser fait de l'audio ultra quali et ça j'avais adoré. Bref, débrief sur cette voiture, bah, ça reste une bonne voiture, on va pas se le cacher, toutes les voitures de nos jours à ce prix-là sont franchement correctes. La finition est agréable, le petit bandeau là, les éclairages LED dans les portières, les sièges S-Line sont plutôt agréables, le toit vitré. Bref, on a tout ce qu'il faut et là donc cette grande partie et voilà, le seul truc, regardez, c'est en fait toute cette partie noire, c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé que ce soit un petit peu plus rempli. Alors Audi, n'hésitez pas, en tout cas j'ai l'impression de voir que on n'a plus ce qu'il y avait sur les autres voitures avec les pixels décalés. Top de l'avoir vu corrigé ici sur ce Q3. Bref, si vous avez aimé la vidéo, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à poser des questions dans les commentaires, je fais mon maximum pour vous répondre, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!